Bonux automatique, son premier cadeau, c'est la blancheur. Oui, il a réussi. En effet, ce linge est plus souple, plus doux, plus blanc. Les dieux font leur lessive avec Olympe qui laisse le linge blanc et les mains. Tout ça, tout ça, tout ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus, nouvelle formule qui lave plus blanc que blanc. Alors pour ce nouveau numéro consacré à Madame Claude Lombard, j'ai le plaisir de recevoir Yota du podcast Animé No Mélodie. Comment vas-tu, Damien ? Bah écoute, ça va, et toi ? Ça va très très bien, je suis extrêmement ravi de te recevoir en émission parce que comme on a pu différemment échanger, je suis absolument fan de ce que tu proposes. Et d'ailleurs, à ce titre, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton activité de podcaster ? Oui, bah alors, je suis l'animateur en fait donc, du podcast Animé No Mélodie qui est consacré à la musique des dessins animés des années 70 à fin 90. Je sais pas encore si je vais aller au-delà, mais pour l'instant je m'arrête à fin 90. Ce qui donne un large choix à découvrir, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de dessins animés. Et tout ça, c'est sur podcloud.fr ou sur mon site animenomelody.fr. Voilà, donc à ce titre, j'ajoute que moi je suis fan de ton émission parce que tu as fait un spécial Goldorak et je ne suis pas resté insensible à cela. J'en étais sûr, tout le monde. J'ai mis trop de musique. Et puis comme nous, tu as eu la chance de recevoir David Collin, qui est la personne qui a réorchestré les musiques d'Ulysse 31. Donc rien que pour cela, je pense que nous étions faits pour faire au moins une émission ensemble. Ou nous entendre sur une émission, voilà. Voilà, alors pour en revenir un petit peu au sujet du jour, Claude Lombard. Claude Lombard, qui c'est ? Eh bien, Claude Lombard, est-ce que Yota, tu peux nous en parler ? Claude Lombard, bah déjà, c'est ça. Chercher ta chance, si tu gardes un peu d'espérance, tu l'auras. Va chercher ton rêve, chaque jour nouveau qui se lève est à toi. C'est la victoire quand tu mènes la bagarre. Et tout éclate quand Théo frappe la bague. Oui, c'est vrai que son timbre de voix est vraiment reconnaissant. On pense, je trouve, de suite au cultissime générique de la 5. Tout de suite. Mais avant d'évoquer donc la pléthore de génériques, est-ce que tu peux quand même nous raconter un petit peu son parcours avant qu'elle arrive pour nous concernant aux chansons de dessins animés ? Oui, alors tu as 3 heures ? Peut-être pas, mais bon. Je t'écoute. Alors Claude Lombard est née en 1945. Elle est belge en fait. Alors. Et bon, sa mère elle est chanteuse de cabaret. Et son père il est musicien et compositeur. Donc du coup, ça l'a prédisposé un petit peu à son futur métier, tout simplement de chanteuse, de musicienne, de comédienne. Elle est adaptatrice aussi et directrice de plateau de doublage. Oui. Ça fait beaucoup de choses. Ses études, donc, elle les a faites à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle, mais en Belgique, donc, durant 5 ans. Et durant ces années-là, en fait, elle a monté différents spectacles avec ses amis et elle a composé aussi, les musiques. Et puis une fois qu'elle a eu son bac, il fallait qu'elle choisisse un nom d'artiste. Et pour ça, vu qu'elle habitait dans la rue Lombard, elle s'est fait appeler Claude Lombard tout simplement. D'accord. Et c'est en 1968 que sa carrière professionnelle commence vraiment en représentant la Belgique à l'Eurovision, où elle va terminer 7e sur 17 participants avec une chanson qui s'appelle « Quand tu reviendras ». C'est pas moi qui le parle. D'accord, on va s'en écouter un petit extrait histoire de nous mettre dans le bain. Tu reviendras, toi qui m'as quitté, toi qui es si loin de moi. Un oiseau me dira, chante ton bonheur. Quand tu reviendras, te attends là-bas, par nos chemins d'autrefois. Monteront tes couleurs au créneau de
peu après, elle est engagée par la télévision belge pour présenter une émission jeunesse où elle compose et chante des génériques pour la jeunesse, hein, tout simplement. Mais en même temps, bon, elle veut pas se cantonner qu'à ça et elle participe à des concerts de jazz ou de musique contemporaine. Je sais pas trop ce que c'est exactement que de la musique contemporaine. C'est un petit peu vague hein, comme terme. Enfin, bon. Ouais, j'ai pas trouvé. On retiendra le côté jazz, on va dire. Voilà. Et puis en 1979, elle décide de s'installer à Paris et compose donc la musique de la comédie musicale Attention Fragile avec deux artistes qui étaient très connus. On va dire aujourd'hui encore, hein, mais Annie Dupéré et Bernard Giraudot. Alors moi, perso, ça me dit absolument rien. Je sais pas toi, mais avant de préparer l'émission, inconnu au bataillon. La comédie musicale ou les acteurs ? Non, Dupéré, Giraudot, on connaît très bien. On a même fait un podcast sur lui à travers les spécialistes, donc tu vois, on est... Oui, c'est vrai. En Giraudot, on est plutôt client, mais par contre, Attention Fragile, ça ne me parle pas. Non, c'était la mouvance, je pense, des comédies musicales des fins des années 70, donc il devait y en avoir pas mal, j'imagine. Les Starmania et consorts. Voilà, ouais. Alors bref, elle se fait remarquer par la suite par Lucien Hadès. Alors Lucien Hadès, quand je dis Hadès, ça te parle, j'imagine ? Ulysse 31 ? Oui, peut-être. Jusqu'au royaume d'Hadès, tu vois. Oui, moi je pensais plus au livre-disque, tu sais, où il y avait des histoires à l'intérieur. Il y a eu les Schtroumpfs, tu sais, avec Dorothée aussi. Où en fait tu mettais ton vinyle dans ton manche-disque orange. Voilà. Oui. Ah, exact, oui. Je savais pas que c'était cet éditeur. Oui, c'était souvent des pochettes. Tu me corriges si je me trompe. Sinon, oui, ça va me taper sur les doigts, mais des pochettes où il y avait deux disques, deux 45. C'était pas ça, non ? Si, c'est ça. Oui, ça me revient. Et tu avais de la bande dessinée avec, carrément dedans. T'avais pour les Schtroumpfs, par exemple, t'avais des pages dessinées avec les Schtroumpfs noirs, si je me souviens bien du nom, qui faisaient gna 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 en sautant. Oui, les Schtroumpfs noirs, oui. T'avais pareil pour Musclor, avec le château des ombres. Oh, j'aimerais bien retrouver ça, hein, je te le dis. Faisais partie du club et j'avais eu le livre disque, j'étais content à l'époque. Faudrait que je redemande à notre chroniqueur Nico s'il a eu ça, parce que lui aussi il faisait partie du club, donc probablement qu'il a dû en entendre parler. Donc bref, elle a été engagée par Lucien Hadès, qui lui a fait donc enregistrer plusieurs disques, dont des chansons pour des thématiques, des émissions thèmes dans Les Visiteurs du mercredi, qui étaient présentées par Patrick Sabatier, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vieux ça, ça nous rajeunit pas. Hein. Et c'est là qu'elle va rencontrer un autre grand chanteur de dessin animé, Jean-Claude Corbel. Monsieur Jean-Claude Corbel. Monsieur Jean-Claude Corbel, l'illustre chanteur des Cosmocats. Ah, je pense qu'on lui fera un numéro à ce monsieur, parce que le nom, un petit peu comme Claude Lombard, ne me parlait pas plus que ça. Par contre, tu dis Cosmocat ou même Olivier Tom, c'est culte, hein, direct. Hein. On reconnaît la voix. Exactement. Donc il a fait les Beehive, oui, Mathias, la suite L'amour et rock'n'roll. Ma crêpe. Je le ferai pas, hein, je vais me retenir. Et donc je veux dire, c'est qu'en rencontrant Jean-Claude Corbel, ils vont travailler tous les deux, sur d'autres chansons dont on parlera un peu plus tard. Voilà. On a un peu posé le décor, on voit à peu près... c'est lourd. On va dire le parcours qui lui a permis d'arriver au générique qui nous intéresse aujourd'hui. Claude Lombard et la 5, c'est une grande histoire, hein, parce que il faut savoir que sur la pléthore de dessins animés qui passaient sur la 5, à titre perso, j'ai pas pu tout compter, mais j'en ai relevé à peu près entre 30 et 40 chansons de dessins animés chantées par Madame Lombard. Alors bien évidemment, nous n'allons pas toutes les évoquer, c'est générique. Mais on va quand même se cantonner en quelques-uns, une liste évidemment non exhaustive, surtout des dessins animés qui passaient sur la chaîne de Monsieur Berlusconi. Alors, est-ce que pour commencer, tu peux dégainer un premier titre ? Oui, bien sûr. Si on allait rencontrer ensemble les 4 filles du Dr March. Dans la maison du bonheur vivent 4 petites sœurs. Il y a Meg et Jo, Beth et Annie. 4 styles, 4 filles, mais elles sont toutes gentilles. La tendresse les réunit. Quelquefois elles se griffent, elles sont en rage, mais la paix revient vite après l'orage. On peut dire ce qu'on voudra, car rien ne les séparera. Pour une pour toutes, elles s'adorent même quand elles se fâchent. Toutes pour une pour toutes, ce sont les 4 filles du Dr March.
j'adore vraiment cette chanson. Ah, moi, c'est marrant, j'ai peu d'affect. Je m'en souviens pas très bien de ce dessin animé. Hein. C'est l'air, moi, qui me plaît. D'ailleurs, sur la plupart des chansons qu'on va écouter aujourd'hui, l'air est super entraînant, les paroles tombent bien dessus, c'est toujours bien écrit. Et les 4 filles de Haute-en-Marche, je trouve voilà, que c'est un pur produit, très bon produit de générique, fait pour la 5. Et oui, c'est formaté. Là, tu sais de suite où tu te places, hein, tout de suite par rapport à la 5. Hein. Ah, tout à fait. On reconnaît le style de toute façon. Et les 4 filles de Haute-en-Marche, tu connais ou pas du tout? Honnêtement, évidemment que je m'en souviens, mais j'ai pas un souvenir fou comme je vais pouvoir l'évoquer ensuite. Alors en fait, il y a 2 génériques pour 2 séries distinctes. T'as une série qui a été chantée par Chantal Goya. Bah voilà, c'est ça dont je me souvenais plus en tout cas. Oui, mais c'est pas la même. D'accord, voilà, je confondais parce que quand tu m'as suggéré ce titre, je t'ai chantonné la chanson, ça n'a rien à voir en fait, c'est Goya qui chante ça sur une autre série qui a absolument rien à voir, c'est tout à fait ça. Voilà, qui est plus ancienne. Et là, c'est donc une production de la Nippon Animation, qui ont fait beaucoup, tu sais, de séries animées sur les livres plutôt occidentales. C'est de quelle année déjà 87. Exact, ouais. Et en France, en 89. Au niveau de la diffusion, sur la 5. Voilà, c'est ça, en 1989 sur la 5, mais en production au Japon en 87. Et la Nippon Animation, c'est vraiment, ils ont tout adapté, c'est Princesse Sarah, c'est eux aussi. Ah, exact, parce que c'est vrai que quand je me suis refait le générique, le dessin m'a rappelé quelque chose, et c'est vrai qu'au niveau graphique, on est quand même assez proche de Princesse Sarah. Oui, d'ailleurs, c'est pas Lombard qui chante ça, d'ailleurs? Si. Non, pour Princesse Sarah? Oui. Non, c'est Christina Davina. Non, mais... Ah oui, exact. Elle chante en français, elle chante en français. Avec son accent. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard de cette dame. Quant à moi, je vais tout de suite le dire, je triche complètement parce que je vais vous proposer Olive et Tom, qui est chanté par Jean-Claude Corbel, mais Claude Lombard assure les chœurs. Donc on s'en écoute un extrait et on en rediscute ensuite. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes, c'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Toujours en forme, Tom, Olivier sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut battre le goal. Alors Olive et Tom, je vais pas te faire l'affront de te refaire le pitch, hein. C'est une série d'animation japonaise de 128 épisodes créée en 83. Et en France, ça a été diffusé, je pensais que c'était plus vieux que ça, à partir de 88 sur la 5, dans l'émission Youpi, l'école est finie. Non, faut pas le dire comme ça. C'est Youpi, l'école est finie. Ah oui, non, mais je reste un ton assez humble. Mais avec l'espèce de lapin sous amphétamine, c'était assez drôle. C'est ça. Olive et Tom, très honnêtement, on va pas développer parce que je pense qu'il mériterait un numéro à lui seul parce que ça reste vraiment... Pourtant, je suis absolument pas client de football, mais à l'époque, c'était le dessin animé que tous les enfants regardaient. Enfin, je sais pas toi, à tel point que quand mes parents me demandaient d'aller acheter la baguette à la boulangerie du coin, j'y allais avec le ballon au pied alors que je déteste le foot, hein, clairement. Mais toujours sur l'univers du foot, il me semble que Claude Lombard a chanté un autre générique. Ouais, but pour Rudy. Rudy comme un cyclone, ballon au pied, foncé ne craint personne. Le ballon c'est sa passion et quand il joue il se donne. Il est présent dans toutes les actions et quand il tire il cartonne.
bah moi, tu vois, avant que tu développes, j'ai envie de te dire, je m'en souvenais pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, moi, je vais t'en parler parce que j'ai connu la série aussi sur le tard, mais vraiment sur le tard. Je l'ai pas connue à l'époque de la 5, pour tout te dire. Même Olivier Tom, d'ailleurs, parce que j'avais pas la 5 à l'époque. Oui. Vraiment, non, je l'ai eu la 5 2 ans avant sa fermeture. C'est-à-dire quand ça a été racheté par Hachette, c'est à peu près ce moment-là que je l'ai eu. 90 ou c'est mort en 92, la 5, je crois. 90 à 92, il me semble, ouais. Donc j'ai pu voir un concentré très rapide de beaucoup de dessins animés pendant ce laps de temps. Donc j'en ai vu pas mal, mais celui-là, non. Et But pour Rudy, alors son vrai titre c'est Ganbare Kickers en japonais. C'est une série en 26 épisodes et ça a été produit par le studio Pierrot en 1986. Le studio Pierrot, c'est celui qui a fait quasiment tous les Magical Girls qui ont été diffusés sur la 5 aussi. Ah ouais, parce qu'on va en parler, mais il y en a une pléthore aussi de Magic. J'ai presque envie de te dire plus. Il y en a même certains dont je connaissais absolument pas l'existence. Et dont je tairai le nom, c'est ça aussi, entre autres. Et t'as un affect particulier sur ce dessin animé par rapport à Olive et Tom ? Est-ce que c'était différent ? Est-ce que t'as des anecdotes ou des trucs comme ça ? Je vais te raconter au moins l'histoire, même si c'est assez éloigné quand même de... Alors, c'est un garçon, il joue au football. Voilà, il est passionné pour le foot. T'as un pompier et puis il joue au RC Picard. Donc en fait, si tu me fais rire, on va devoir s'arrêter. Donc voilà, le truc c'est que ça raconte en fait pratiquement la même histoire que Olive et Tom, c'est-à-dire c'est un jeune garçon qui s'appelle Rudy qui arrive dans une nouvelle ville, il a déménagé. Oui, c'est pareil, là. Pour l'instant c'est le même pitch. Hein. Ah ouais, il voudrait jouer au foot avec une équipe de foot et il arrive dans cette équipe qui est pourrie. D'accord, Olive et Tom. Ils se fait battre par tous les mondes et ils sont totalement démotivés, comme dans Olive et Tom. Mais la différence entre Olive et Tom et But pour Rudy, c'est que en fait cette série-là, le terrain il ne fait que 2,5 km, c'est ça, non ? Non, justement, c'est le contraire. En fait, c'est assez réaliste. Ils n'ont pas voulu faire une série typiquement, excuse-moi du terme pour les non-initiés, shonen, c'est-à-dire en fait une série d'action où il faut qu'il y ait beaucoup de mouvements, des scènes incroyables pour donner du spectacle. On s'adresse plus à des plus jeunes enfants, je pense, qu'Olive et Tom, parce que c'est à l'école carrément primaire, il me semble, l'histoire. Donc je pense qu'ils ont voulu faire un peu différent en tout cas sur cette série-là. Et c'est rigolo, hein, mais voilà, je préfère Olive et Tom entre nous deux. D'accord, ok. Et il y a un détail amusant à savoir sur cette série, c'est que la version française en fait fait souvent référence à Olive et Tom. Alors ça n'a strictement rien à voir. Voilà, c'est pas la même production, c'est pas la même prod. D'accord, ok. C'est juste la trad qui surfe sur le succès d'Olive et Tom. Hein. Voilà. Alors je sais pas si ça vient de l'Italie ou si c'est la France, les Français qui ont voulu raccrocher les wagons pour faire une sorte de continuité et faire venir plus de monde sur cette série-là, parce qu'ils savaient peut-être moi, honnêtement, avant de préparer l'émission, j'étais persuadé que c'était une sorte de peut-être pas un crossover, mais tu sais, qu'il y avait un lien de parenté avec Olive et Tom. Alors absolument pas en fait. Ouais, parce que oui, on a l'impression de garder un ersatz d'Olive et Tom finalement, sans le côté phénomène. D'accord. Alors moi, si je te dis les schtroumpfs, évidemment, la schtroumpf là, mais si je te dis des schtroumpfs aquatiques, est-ce que ça peut t'évoquer quelque chose ? Il faut que je dise le titre ? Pourquoi pas ? Ah c'est les Snorkies. Eh ouais, parce que on s'écoute ça, puis après on en discute. Qui sont les Snorkies ? Qui mais qui sont les Snorkies ? C'est super gentil. Si je pouvais vous en faire un croquis, vous seriez conquis. Qui sont les Snorkies ? Qui mais qui sont les Snorkies ? Des super amis. Avec eux c'est bon la vie. Faut les voir plonger parmi les vagues, se courir après, se faire des blagues. Et bien souvent, parmi les poissons volants, faut voir comme ils aident ceux qui sont plus faibles. Leur cœur est plus grand que l'océan. Qui sont les Snorkies ? Moi, les Snorkies, c'est un dessin animé que j'adorais parce que je sais pas si c'est un lien ou quoi, j'imagine que oui, mais je trouvais que c'était vraiment le penchant aquatique des Schtroumpfs. Au niveau du graphisme, des petits bonhommes gentils comme tout. Faut savoir que c'est une série télévisée américaine de 65 épisodes qui est basée sur la bande dessinée créée par Nicolas Broca en 1982. Donc je pense qu'il y a une influence directe ou indirecte aux Schtroumpfs.
Ouais. Mais il faut savoir que chez nous, ça a été diffusé dans l'émission Vitamine, et que pour être tout à fait honnête, j'ai pas de souvenir de ce dessin animé. Je sais que j'adorais quand j'étais enfant. Je sais pas si toi tu t'en souviens. Si, je m'en souviens. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est très honnêtement la chanson de Claude Lombard et du générique. Parce que le générique, à l'époque, on s'interrogeait pas. Mais quand tu le regardes aujourd'hui, je sais pas si tu as eu la chance de le revoir, mais il est terrifiant parce que ça commence sur un bateau qui coule. Oui, c'est vrai. Le mec regarde à travers la fenêtre. Et Snorkis, il les regarde avec des sourires à la schtroumpf et ils lui font coucou et le mec il est en train de couler. Il a réussi à se réfugier dans sa cabine, l'eau commence à monter, les Snorkis arrivent à la fenêtre, ils lui font coucou. Voilà. Donc je trouve ce générique terrifiant. Et c'est peut-être à vérifier, mais je suis quasiment sûr de ce que je vais dire. Mais c'est la Hanna-Barbera qui a fait la série. Ah oui, je te le confirme. Hein. Je n'avais pas de relevé, mais oui, je te le dis. J'ai un souvenir du rond avec Hanna-Barbera qui tourne. Enfin, Ah, c'est pas impossible. Après, je te dis, la série, j'ai vraiment très très peu de souvenirs, au-delà du fait que c'était une chanson qui m'avait énormément... Enfin, la voix de Lombard m'avait énormément marqué sur ce générique. Ah, c'est totalement une chanson qu'on chante dans les cours de récré. Hein. Exactement, ouais. T'arrives, tu dégaines ça, t'as un gars qui va dire « Ah, vas-y, c'est bon, je l'ai pour la journée, là. » Et on parlait un petit peu, tu sais, des Magical Girls. Est-ce que tu peux peut-être selon moi, me parler d'un des plus connus, si ce n'est le plus connu? Bah, la plus connue, hein, en fait, réellement. C'est celle qui a le plus cartonné. Après, ça a été plutôt moyen dans les audiences. Mais je parle pas en France, hein, mais au niveau du Japon. Et donc, on parle de Crémy, merveilleuse Crémy. Rafraîchis-moi la mémoire avant qu'on s'écoute ça. Crémy, c'était la première. La fille qui était rousse. Non, pas rousse. Bleue. Cheveux Alors, attends. fauves, non en tant que Crémy ou en tant que petite fille de 6 ans? Je dirais Crémy, non? Oui, en fait, c'est une chanteuse, non? Alors, non, en fait, je t'explique. Je parle un petit peu de la série que tu vas comprendre. Donc, déjà, premièrement, le titre japonais, c'est Mao no Tenshi Crémy Mami. Crémy, l'ange de la magie. Oui. Il y a 52 épisodes, ce qui est beaucoup, et ça a été produit en 1983. Mais tu sais pourquoi elle a été créée? Aucune idée, non, malheureusement. Parce qu'en fait, en face, sur une autre chaîne, il y avait Gigi. Ah, bah voilà, c'est ça que j'allais te évoquer, parce que moi, bon, évidemment, les Magical Girls, je suis pas hyper fan et encore moins connaisseur. Par contre, Gigi, j'étais hyper fan quand j'étais enfant. Hein. Oui, parce que c'est passé sur une chaîne plus grand public, donc tu l'as connu. C'est peut-être ça, c'est pour ça que je te disais, pour moi, c'était la Magical Girl number one, c'était Gigi. J'étais un petit peu amoureux d'elle en plus quand j'étais petit. De Gigi? Ah ouais, carrément. Ah bah elle est mignonne, hein. Et en fait, c'est parce que il y avait cette série qui cartonnait sur une autre chaîne, une autre chaîne l'a demandé tout simplement, et le studio Pierrot est arrivé avec cette idée d'une Magical Girl, mais qui se transforme en idol et qui chante des chansons. Ah, et la différence de Gigi, c'était quoi? Parce que je me souviens plus dans quoi... Alors Gigi, en fait, Gigi... Ah, elle avait mille et un métiers, je crois, non? Oui, en fait, elle pouvait se transformer toujours en grande personne et elle faisait 1001 métiers, effectivement. Il me semblait qu'elle était vétérinaire, je sais pas pourquoi. Oui, parce que dans le générique, on la voit en train de soigner les caries d'un hippopotame. Ah, bah voilà. Et concernant, pour revenir à Lombard, est-ce que la musique, elle t'avait marqué? Pourquoi ce titre? C'est vraiment un titre qui t'a marqué ou plus le dessin animé ou... Alors, le générique, enfin, ce qui m'a plus marqué que la série, parce que je l'ai pas trop connu la série en fait, encore une fois, puisque j'avais pas la 5, donc je l'ai connu que bien plus tard, c'est le générique, vraiment le générique, mais qui n'est pas chanté par Claude Lombard. Ah, d'accord. Et non, on parle de Claude Lombard aujourd'hui, mais ce générique, il est chanté par Valérie Barouille, la fille de Claude Barouille, qui chante aussi des génériques de dessins animés comme Le Tour du Monde en 80 jours, par exemple. La bataille des planètes. Ah oui, bah oui, on a déjà eu la chance de l'évoquer dans un précédent podcast. Donc et là, le titre que tu souhaiterais nous proposer, c'est une chanson qu'elle chante en tant qu'idole dans le dessin animé. Et là, c'est Claude Lombard qui fait en fait toutes les chansons de l'idole Crémy. D'accord, bah écoute, on s'écoute tout de suite un extrait. C'est l'amour que tu donnes.
amour, je le connais, je le garde à jamais. Moi, je sais que l'amour de ma vie, c'est toi. Et toi, tu ne sais pas qu'un jour tu m'aimeras, tu m'aimeras, tu m'aimeras, tu m'aimeras. Alors là, quant à moi, là, on va peut-être parler de... Allez, je le sors, mon gros coup de cœur de Claude Lombard en la personne du dessin animé Embrasse-moi Lucille. Alors on s'écoute direct ça pour se mettre en ambiance et on en rediscute. Et les crêpes. Et les crêpes. Partout au soleil, sous la pluie, quand il voit s'avancer les grands yeux de Lucille. Partout les garçons se bousculent et la rue un instant prend un air de folie. Pour un mot, pour un sourire, il parle, il rit derrière toi. Oh Lucille, embrasse-moi, c'est assez d'espérer, c'est assez de rêver. Lucille, embrasse-moi. Oh Lucille, embrasse-moi. On a passé l'âge des enfantillages. Lucille, embrasse-moi. Alors Embrasse-moi Lucille, j'aurais presque envie de dire, j'en ferais presque un numéro tellement que j'adorais ce dessin animé quand j'étais enfant. C'est une série japonaise de 42 épisodes qui est diffusée pour la première fois au Japon en 83. Je pensais très honnêtement que c'était plus récent que ça. Parce que en France, c'est passé dans Youpi, l'école est finie en 88. Pour la petite anecdote, ça a été rediffusé dans le Club Dorothée en 91, mais avec un titre légèrement différent, puisqu'il se nommait Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Donc moi, je ne le connaissais pas. J'étais resté sur Lucille, Embrasse-moi. Et ben moi c'est le contraire, tu vois. Ah bah tu vois, ouais, mais toi t'es plus la génération Club Do. Bah, c'est plus la génération qui n'a pas eu la 5 en fait. Alors Lucie, c'est quoi? Bah c'est une jeune fille qui vivait avec son père qui était cuistot, là, monsieur Duronchon, qui portait bien son nom mais qu'on adorait tous, qui élève sa fille seule et qui tient un restaurant. C'est quelqu'un qui était assez protecteur vis-à-vis d'elle. Il aimait pas parler qu'elle voit des garçons ou qu'elle rentre tard. Et surtout, je sais pas si tu te souviens, mais il détestait les chevelus. Voilà. Les colorés. Les chevelus, d'une manière générale. Et bien évidemment, bah, Lucille va faire la rencontre de Tristan, qui fait partie du groupe des Beehive. Tristan, c'était le chanteur, souvenez-vous, c'était le blond avec une énorme mèche rose. La classe. Et bien évidemment, il a un petit frère qui est bien copain avec Lucille, etc. Bon, enfin bref, c'est un peu du mélo, mais vraiment, j'ai un gros affect sur ce dessin animé. Et ce qui était, je trouvais très bien à l'époque, c'est que c'était un groupe de rock qui chantait des titres dans le dessin animé. Je sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens très bien, en français et tout, c'était génial. Voilà, donc d'ailleurs, on va faire un petit aparté parce que pour préparer l'émission, j'ai regardé quelques petits extraits de Lucille, Embrasse-moi, et je ne résiste pas de vous faire écouter le groupe des Beehive qui chante Freeway. Anecdote amusante, c'est qu'il faut savoir que cet animé a tellement cartonné en Italie qu'ils en ont fait une série live qui s'appelle Love Me Licia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le rôle principal donc de Lucille,
et ben ce rôle a été confié à Cristina D'Avena, qui est en toute simplicité l'équivalent de Claude Lombard en Italie, hein, qui faisait exactement la même chose, mais en Italie. Voilà. C'est un mix entre Claude Lombard et Dorothée, finalement, l'animé des émissions. J'ai presque envie de te dire que c'est limite la star. Ouais, en fait, c'est le meilleur de Lombard et le meilleur de Dorothée. Bah, c'est Cristina D'Avena en Italie. Voilà. C'est une superstar là-bas. Et même aujourd'hui encore. Ah oui, tout à fait. Hein. Donc on va un petit peu changer d'univers. Là, on va revenir un petit peu au sport. Est-ce que ça te dirait de nous parler un petit peu de baseball ? Yes, Théo, la batte de la victoire. Alors en fait, c'est une série sportive sur le baseball, mais pas que, puisque je savais pas. Essentiellement sur le baseball, puisque les héros de l'histoire, les jumeaux Brendel, enfin surtout un, Kim, fait du baseball. L'autre, si tu veux, se laisse plutôt aller. Bon, après, je peux pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais on sait pourquoi plus tard. Ils sont tous les deux amoureux de leur voisine et camarade d'enfance qui s'appelle Debbie, et qui elle-même semble avoir le béguin pour l'un des deux. Mais malheureusement, il y a un drame. Ouais, voilà. Par contre, si tu veux, pendant 20 épisodes, c'est tous les deux, voilà, le sport, tu veux pas en faire, si je veux te pousser, mais le mec, il sait pas en faire, enfin, vu qu'il a jamais fait de sport, il a mal au dos très vite. C'est comme moi, si tu veux. Et mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un drame va survenir vers le 20e épisode, vers la fin de la première saison, et tout va changer. D'un seul coup, le drame arrive, c'est beaucoup moins drôle, et voilà, c'est pour moi un dessin animé qui m'a énormément marqué, qui est culte au Japon d'ailleurs. Moi, ça me parle pas. Je pense que ça passait, je crois 90, 91 à partir de C'est ça. C'est juste à la fin de la période de la 5. Voilà. Mais moi, je suis passé. Enfin, je connais deux noms, mais je suis passé complètement à travers. Vraiment, ça me parle pas. Et pour moi, le générique de Claude Lombard sur cette série fait partie des classiques. C'est vraiment pour moi, il fait partie du top 5. Ah ouais. Totalement. D'accord. Il faut jouer tous ensemble. Cherche un partenaire, tu n'es pas tout seul sur la terre pour gagner. Tu sais ce qu'il faut faire, le sport c'est souvent une affaire d'amitié. Va et prends ta place auprès des autres. Défonce-toi, tu vas. Il faut apprendre à te défendre. C'est la victoire quand Théo mène la bagarre. Bah moi, je vais te parler d'un truc qui est vachement plus vieux, parce que je vais te parler du retour du roi Léon. Le roi Léon, c'est avec Jean Reno, c'est ça? Léo, pardon. Il faut savoir que c'est un manga qui est paru dans les années 50, qui est ni plus ni moins qu'un manga de Osamu Tezuka, hein, qui est un petit peu le papa d'Astro le petit robot chez nous, ou Astro Boy maintenant, et qui est une série d'animation qui est passée pour la toute première fois en France sur l'ORTF en 1972, dont on va s'écouter le générique. Je suis Léo, petit lion de l'Afrique. Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Alors moi, j'avais racheté ces DVD parce que, bon, faut savoir, hein, je vous la fais courte, mais si vous avez vu Le Roi Lion, le retour du Roi Léo, c'est la même chose, mais en série, hein, sauf que Le Roi Lion, c'est un énorme plagiat de cette série. Très honnêtement, c'est un dessin animé qui a très très mal vieilli, au niveau du graphisme et surtout au niveau de l'histoire. Cool.
Mais moi, bizarrement, quand on a évoqué le sujet Lombard, j'ai pratiquement immédiatement pensé à ce dessin animé parce que je trouve que le timbre de voix de Lombard est vraiment bien marqué sur cette chanson. Donc, hormis cela, j'ai pas des souvenirs extraordinaires. Je vous dis, je les ai rachetés. J'en ai revu quelques-uns avec mes enfants, mais c'est pas... c'est trop vieux. Ouais, malheureusement, c'est trop daté, quoi. J'ai pas assez d'affect d'époque pour... par exemple, quand je revois un Astro Boy ou un Astro le petit robot aujourd'hui, je pense que objectivement j'aurais le même raisonnement, mais il y a l'affect d'époque qui serait là. Là, j'en avais peu d'époque, donc là, c'est vraiment daté, voilà. C'est un souvenir d'enfance qui reste, c'est tout. Ouais, et un souvenir lointain, parce que ça passait en 72, alors je me demande en quelle année j'ai dû voir ça. Ah, je saurais pas te dire. Non. Évidemment, quand on a préparé la série, tu m'as dit que tu avais un énorme affect sur la série Max et compagnie. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors oui, Max et compagnie, je sais pas pourquoi, c'est une série qui m'a touché énormément. Je pense principalement parce que je l'ai vue de manière très... je sais pas comment dire, mais je l'ai vu un épisode tous les 3 ou 4 mois parce que j'étais chez mes cousins, et cette série m'avait toujours plu dès de suite, mais j'avais jamais pu comprendre ce que c'était. Et c'était un de mes grands regrets. Donc je l'ai vu plus tard, donc c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié cette série vers la fin de la 5 encore une fois. Et donc cette série s'appelle en fait donc Max et compagnie. Son titre japonais c'est Kimagure Orange Road. Alors là, je le fais avec l'accent du sud, je sais pas pourquoi. Et ça veut dire au croisement de la route orange. Et c'est un dessin animé qui a été produit en 1987 par la Toho et le studio Pierrot, encore, comme les Magical Girls. Pierrot encore, ouais. Ouais. Et l'histoire, on suit l'histoire de Maxime, qui s'installe dans une nouvelle ville, comme dans Olive et Tom. Oui, décidément, oui. Mais il va pas jouer au foot, je te rassure, il est nul en sport, donc ça va. Et donc il arrive dans cette ville avec son père Joël et ses 2 sœurs jumelles qui s'appellent Fanny et Manu. Oui, que des noms japonais, on est bien d'accord. Bien entendu. Et il s'agit de leur 7e ah oui, rien que ça, ouais. déménagement. 7e déménagement. La raison, c'est parce que, en fait, ils ont acquis des pouvoirs du côté de leur mère, des pouvoirs paranormaux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et ils s'en servent à tort à travers, surtout la petite sœur Fanny qui vraiment fait tout et n'importe quoi, et c'est à cause d'elle surtout qu'ils ont dû déménager autant de fois. Et en fait c'est dans cette ville qu'il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Sabrina, oui, normal, dans la version française, oui. Et dont il va tomber éperdument amoureux. Le problème c'est que cette Sabrina a une amie qui s'appelle Pamela, et cette fille qui s'appelle Pamela va tomber amoureuse de lui en le voyant faire un dunk. Donc il y a une sorte de triangle amoureux un petit peu. C'est ça, voilà. Triangle amoureux entre tous les deux, il va falloir choisir. Lequel va-t-il choisir alors qu'il est vraiment indécis? Voilà, et en plus c'est un personnage un peu pervers, il a 15 ans au début de l'histoire, donc voilà, il est ado, c'est normal, on va dire. Et ça, il y a beaucoup d'épisodes? Il y en a, je crois qu'il y en a une quarantaine de mémoire, excuse-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est une quarantaine d'épisodes. J'ai pas noté le nombre d'épisodes, je suis désolé. Elle est terminée cette série? Alors, c'est un peu compliqué, mais oui. Si tu veux, quand je dis compliqué, c'est parce que tu as une série, tu as des OAV, c'est-à-dire des produits pour la vidéo qui font suite à la série. Ensuite, tu as des films qui se passent plusieurs années plus tard. Des live, non, non, film animé. Oui, d'accord. Avec, on va dire, des histoires parallèles où on ne sait pas si c'est vraiment une conclusion ou pas. Le manga finit totalement différemment parce que c'est tiré d'un manga. Et voilà. Enfin, ce que je veux dire surtout, ce qui est marrant sur cette série-là, c'est que c'est une série comico-romantique avec un personnage qui s'appelle Sabrina, qui est très sexy et qui est dessiné par une chara designer qui s'appelle Akemi Takeda, qui a aussi travaillé sur les Magical Girls. C'est-à-dire, c'est elle qui a fait les dessins de Crémy, encore une fois. D'accord, ouais, on sent il y a une patte alors en fait. Voilà, et elle a rendu le personnage totalement sexy et désarmant à la fois. Enfin, tu vois, romantique. C'est tout ça, alors qu'en fait, c'est un personnage qui est plutôt, au début, très violente, parce qu'elle est revêche. Elle sait pas comment prendre le monde, alors que tout le monde la déteste, on va dire. Donc, ce qu'il faut aussi savoir sur cette série-là, c'est qu'elle a été assez censurée. En France? En France et en Italie. Principalement d'abord en Italie. Donc, on a une version italienne qui a été censurée. Pourquoi qu'est-ce qui explique qu'il y ait censure? Je l'ai dit tout à l'heure. Le problème, c'est que Max est assez pervers. Ah, d'accord, ok. Non, mais après, c'est dans... Oui, et puis la pervers... Enfin, les Japonais ont pas toujours la même vision que les Européens sur ça, en tout cas. Voilà, mais c'est un pervers, je veux dire, de situation. C'est-à-dire que la fille est en train d'apprendre à côté de lui sa leçon. Il va avoir les yeux qui vont plonger dans le décolleté.
D'accord, ok, ouais, c'est un Nicky Larson avec des pouvoirs. Ouais, voilà, bravo, tu as fait le rapprochement qu'il fallait. Voilà. Et pour en revenir au générique, tu trouves que Lombard, elle porte bien le dessin animé Totalement, le générique est enlevé, super dynamique, c'est vraiment un de mes meilleurs génériques, pareil, il fait partie du top 5 lui aussi. Max et compagnie, Manu et puis Fanny, ils ont tous un tas de pouvoirs étranges. Ils peuvent, comme les anges, se télétransporter, et c'est fou ce que ça dérange. Attention magie, attention magie. Et lorsque Max est là, Sabrina, Pamela le suivent pas à pas comme toutes les filles. Manu est consciencieuse, Fanny pas sérieuse, c'est une drôle de famille. Magie, Max et compagnie. Magie, Max et compagnie. Magie, la vie nous joue toujours des tours. Donc c'est vrai que après ce générique de Max et compagnie, bon, moi je vais te proposer un truc qui est vraiment s'adresse aux petits enfants que nous étions parce que c'est plus pervers. C'est la main dans le pot de miel et tout. Moi je vais vous parler de Winnie l'ourson, mais la version avec les personnages costumés. Bonjour à vous, Venez avec nous. on a rendez-vous ensemble ici chez Winnie, dans la maison de Winnie l'ourson. On entend tout le temps des chansons. On aime le vieux bourriquet, mais il est parfois inquiet. Merci d'avoir remarqué. Maître Hibou fait des discours que l'on ne comprend pas toujours. Eh bien, je me rappelle ma tante Mathilda du côté de mon oncle qui avait perdu sa hulotte et qui me disait... Si Coco Lapin fait son jardin, il carotte chez le voisin. Grand Gourou fait des pâtisseries que Petit Gourou engloutit. Et voici Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons. Donc là, je pense que là, d'un coup, là, tu revois le petit garçon que tu étais le dimanche matin sur FR3. Nous sommes en 1983. On parle de Winnie l'ourson, vraiment pas les dessins animés, vraiment les personnages costumés, présentés sur l'adaptation française par Monsieur Jean Rochefort. J'ai un petit peu creusé le dossier, mais j'étais persuadé que c'était une production française, mais pas du tout en fait. C'est une adaptation. Comme on en avait pu le voir à l'époque, par exemple, sur les Muppet Show, tu vois, où tu avais des adaptations. Les Fraggle Rocks. Oui, exact. Et j'allais te le souligner aussi. Alors, Fraggle Rocks, anecdote, il faut savoir que le monsieur qui fait le petit vieux avec son chien, là, eh ben, c'était le sosie de mon grand-père. Voilà. Ah bon ? Paix à son âme. Voilà. Donc, rien d'exceptionnel à raconter. J'ai trouvé que c'était très mignon. La voix de Lombard m'a marqué à vie sur ce générique. Et puis évidemment le fameux timbre de voix de Rochefort, je trouvais qu'au premier abord on se dit mais qu'est-ce qu'il parle là-dedans, et je trouvais qu'il avait une manière de raconter les choses qui était vraiment fort plaisante. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour évidemment sur une liste non exhaustive parce qu'il y en a vraiment des caisses et des caisses, surtout si vous êtes client de tout ce qui touche un peu tout ce qui est girly, magical girl. Là, on va un tout petit peu parler de la carrière solo de Claude Lombard. Est-ce que tu aurais des choses un petit peu à ajouter par rapport à cela ? Oui, bah finalement, qu'est-ce qu'elle a fait par la suite ? Parce que bon, on connaît les génériques de la 5, mais la 5 s'est arrêtée au bout d'un moment, et elle n'a pas fait que ça. Donc en fait, dans les années 90, elle a dirigé certaines parties musicales de plusieurs films d'animation de Disney, par exemple. Ah, lesquels ? Alors, La Belle et la Bête, dans le premier doublage. Parce qu'il paraît qu'il y a eu un deuxième doublage. Tu me l'apprends. Ah bah moi aussi, j'étais pas au courant. Donc voilà. Cendrillon, dans le doublage de 1992. Donc ça se faisait, on l'a déjà évoqué, parce que je pense que c'est sur le numéro de Roger Carrel, mais c'était pas rare que surtout les Disney aient plusieurs doublages. Tu vois, t'avais le doublage d'époque et ça des doublages qui ont été refaits au milieu des années 90 entre autres. Taram et le chaudron magique. Par exemple. Horreur. Et elle a fait aussi Tom et Jerry, le film. Oh, c'était mauvais ça. Ah, ça j'ai pas vu. Je te fais confiance.
Alors, quelque chose de mieux, elle a fait aussi l'adaptation dans Mulan et elle a chanté aussi à l'intérieur. Et il me semble que tu m'as dit que il y avait aussi Aladdin et pour DreamWorks Le Prince d'Égypte. Voilà, c'est ça. Elle a adapté les chansons en français. Bah écoute, c'est parfait, il y a rien à dire. Alors parallèlement, elle a poursuivi aussi donc sa carrière dans le doublage aussi, en tant qu'interprète et adaptatrice. Elle prête par exemple sa voix. Tu connais Buffy contre les vampires ? Écoute, je vais être franc avec toi. J'en ai jamais vu de ma vie. Parce que moi, la télé, c'est quelque chose que j'ai abandonné au début des années 90 et je ne regarde jamais la télé. Donc, il y a des choses que j'ai loupées. Bah, si tu veux, donc il y a un épisode musical dans j'en connais l'existence, mais je l'ai jamais vu. Et elle interprète, vu que ça chante, c'est pas le doubleur de la série en français qui chante, ce sont d'autres personnes. Et là, Claude Lombard a pris la voix de personnage. Non, Tara, c'est une sorcière dans l'histoire. C'est elle qui va aussi adapter en fait la version française de tout ça. C'est bien. Voilà. Enfin, moi, parce que on l'a pas trop évoqué, mais je pensais que c'était simplement une employée, mais au sens pratiquement péjoratif du terme. Où on lui dit, bah Claude, aujourd'hui, tu vas chanter sur machin, mais elle s'est pas cantonnée qu'à ça, et c'est tout à son honneur, je trouve. Oui, c'est ça. En fait, elle a eu beaucoup de métiers différents parce que voilà, si elle se cantonnait qu'à la chanson, elle ferait peut-être pas forcément beaucoup de choses. Il fallait un peu évoluer, je pense, dans sa carrière, et elle a essayé un peu touche à tout, comme on dit. D'accord. Et une dernière chose qui est très importante et qui lui tient à cœur, je pense, c'est qu'elle tourne depuis le début des années 80 avec Charles Aznavour sur tous ses tours et mondialement, c'est-à-dire qu'elle l'accompagne partout. Elle est choriste. Elle est choriste, mais aussi elle chante une chanson avec lui, alors que je connais pas, je t'avoue, Charles Aznavour, voilà, je connais de loin. Elle chante une autre chanson, une chanson qui s'appelle Mon émouvant amour. D'accord. Une chanson du répertoire de Charles Aznavour. D'accord, donc c'est une chanson qu'elle chante en duo avec Aznavour. C'est ça. Donc je pense qu'on a fait quand même un sacré tour du personnage. Avec toutes ses productions de dessins animés et un petit peu de sa carrière solo. Mais il y a quelque chose que j'ignorais, que j'ai un petit peu découvert. Je sais pas si toi tu le savais déjà, mais il faut savoir que les dessins animés qui passaient sur la 5 de Berlusconi, donc Italie, et passaient également, voire même avant, sur la 5 mais d'Italie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qui sont chantées par Claude Lombard, on l'a longuement évoqué, mais en Italie, on en a un petit peu parlé en début d'émission, par Cristina D'Avena. Et chose qui est extrêmement drôle, c'est qu'il y a énormément de génériques qui ont la même musique, mais qui ne correspondent pas du tout au même dessin animé. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, est-ce que tu te souviens du dessin animé Cubitus ? Oui. Eh ben, en Italie, c'est Cubitus, et chez nous, c'est la musique, c'est pour le dessin animé Angie Détective en Air. Bon, je vais être tout à fait honnête, je m'en souviens vraiment peu. Et le retour de Léo que j'ai évoqué un petit peu plus haut, en fait, c'est pour un truc de cirque qui a absolument rien à voir, tu vois. Et je sais pas si tu te souviens du dessin animé Les Aventures de Claire et Tipoun. Alors non, j'ai pas du tout connu. Alors on va s'en mettre un extrait, puis on en reparle après. Claire et son chien, ils s'entendent bien. On les voit sur les mêmes chemins. Ils sont copains, ne se cachent rien. Ils vont ensemble soir et matin. Quelle folie, quelle fantaisie. On ne sait jamais qui garde qui. Qui court devant, qui marche derrière. Qui sera le premier, la première. Claire et Tipoun, bon moi je me souviens absolument pas du dessin animé, mais en revanche la musique m'avait marqué. Et il faut savoir qu'en Italie, c'est le générique du dessin animé qui s'appelle Siamo Kelly di Beverly Hills, dont j'ignore absolument l'existence, mais qui est en gros l'histoire de jeunes adolescents à Beverly Hills. Tu vois, le truc qui a absolument rien à voir là. Ah, mais c'est en France BCBG. Écoute, la série BCBG. T'as peut-être raison, quoi. Parce que c'est des gamins qui vivent richement à Beverly Hills. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais je pense que c'est ça. Bah, tu vois alors que Claire et Tipoun, tu vois, ça a absolument rien à voir. C'est une petite fille qui se balade avec son chien, qui de mémoire, je m'en souviens très peu, mais il me semble qu'il menait des petites enquêtes assez simples. Donc, des trucs, je sais pas pourquoi les dessins animés qu'on pouvait trouver à l'époque n'avaient rien à voir avec les musiques étaient les mêmes, mais c'était pas du tout pour le même dessin animé, donc évidemment pas les mêmes paroles. Ouais, ils s'en moquaient un peu, je pense qu'ils leur donnaient, on prenait les génériques de n'importe quel type de série, de toute façon, ils adaptaient les paroles. Donc. Est-ce que tu te souviens aussi du dessin animé Les Flo et les Robinson Suisses ? Alors, je l'ai en tête, mais voilà, ça s'arrête là. Écoute, je te mets un extrait.
Donc là, je pense que tu te remémores ne serait-ce que la musique. Et ben, il faut savoir que en Italie, c'est la musique de Mapleton Unido din Simpatia, pardonne-moi pour l'accent, qui est chez nous les petits malins, tu vois. Donc ça a absolument rien à voir, quoi. Et enfin, donc là, je vais vous mettre le générique italien et on en rediscute. Lui è un tesoro al sicuro, non è se ce li attorno Lupin. Oh Lupin, con il rischio gioca sempre perché per lui nulla di impossibile c'è, sempre molto audace, questo è Lupin. Lupin, Lupin, incorreggibile, Lupin, Lupin, l'inafferrabile, Lupin, Lupin, ineguagliabile sei. Donc là, bien évidemment, qu'est-ce que tu as reconnu comme générique bien de chez nous? Ben, Olivier Tom. Et Olivier Tom, alors que, bon, c'est pas du Claude Lombard, mais c'est dans la même, on va dire la même thématique. Là, c'est le générique d'un dessin animé que j'affectionne à mort, qui s'appelle chez nous Edgar de la Cambriole, et plus connu au Japon sur Lupin the Third. Tu vois, donc ça n'a absolument rien à voir. Pourtant, les paroles collent et la musique est rigoureusement la même. Oui, tout à fait, c'est ça. Et même cœur. Ah oui, les mêmes chœurs. Donc je me demande si c'est même. C'était pas Claude Lombard. Si c'est pas Claude Lombard justement qui fait les chœurs sur Lupin Nicole. Attends. Ah, tu veux dire qu'en fait la version française serait peut-être venue d'abord en premier, et puis finalement ça serait l'Italie qui se serait échangé les génériques. Et c'est pas impossible, hein, tu vois. Ah ouais. Tout à fait. Voilà, donc je pense qu'on a fait un joli tour un peu de Claude Lombard. Alors, avant de clôturer cette émission, j'aimerais tout particulièrement remercier mon ami Dave Pakoun qui m'a suggéré le sujet et surtout aidé à préparer ce podcast. Encore une fois, un grand merci à toi. Merci. Et alors, je vous ai gardé une petite surprise pour la fin. Pour clôturer donc ce cadeau bonus, je vais vous mettre, je préfère le dire de suite, la chanson qui va vous rester en tête plusieurs jours. Oh non. C'est pas Claude Lombard qui chante. Oh non, tu vas pas faire ça. Si, je vais le faire. C'est pas Claude Lombard qui chante. Par contre, elle y interprète les chœurs et le refrain. Voilà. Donc, je vous dis évidemment à très bientôt. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour un podcast ou un cadeau bonus. À bientôt. Merci encore à toi, Yota. Ciao, ciao. Salut. C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou. Picsou. C'est le plus puissant de tout Canardville, Picsou, Picsou. Il vaut des milliards en or, en dollars, Picsou. En suivant Fifi, Riri et Loulou, nous entrerons dans la bande à Picsou. C'est le plus riche, Voix de canard, le plus chiche, le plus roublard. en suivant Fifi.